bienvenue, bonjour à tous. Et on est très heureux aujourd'hui de rencontrer Sacha Wolf. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui fait un premier film. Et l'expérience d'un premier film, bah, c'est toujours intéressant. Et c'est surtout quand on est sélectionné à Cannes, c'est quand même une expérience. Sacha vient d'arriver, il vient nous dire que déjà ça commence sur les chapeaux de roue, il ne sait plus où il est. Bref, il y a plein de choses à partager. Donc bienvenue Sacha pour son film Mercenaires. Merci à vous de me recevoir, bonjour. On va commencer comme d'habitude. Comment Sacha Wolf arrive à l'écriture et après à la réalisation, mais surtout à l'écriture? Alors moi j'ai un parcours assez classique en fait, j'ai un parcours un peu institutionnel, c'est-à-dire que je suis passé par des écoles de cinéma. J'ai fait une première école qui s'appelle Cinésup, qui est une école nantaise qui prépare au concours en fait de Louis Lumière et de la FEMIS. Ensuite j'ai été à la FEMIS en réalisation. Et puis après mon passage à la FEMIS, j'avais la sensation que j'avais pas suffisamment appris, donc j'ai continué à bosser en fait avant de passer vraiment à la réalisation. Et au départ, je viens du documentaire, donc mon envie d'écrire, elle vient surtout du documentaire. L'envie d'écrire des films documentaires et de réaliser des films documentaires. Après, j'ai jamais quitté l'envie de faire de la fiction, m'a jamais vraiment quitté, mais disons que mon travail de documentariste a toujours beaucoup influencé la façon dont j'ai travaillé en écriture de fiction. Mais alors, avant ça, pourquoi le cinéma, pourquoi l'écriture cinématographique, que ce soit documentaire ou fiction, avant même de rentrer dans la première école de cinéma? Moi j'ai eu envie de faire du cinéma très tôt. J'ai fait mon premier film à 15 ans en fait, qui était un petit documentaire. Et j'ai grandi dans une famille de musiciens et j'étais très nul en musique. Du coup j'étais un peu frustré et en fait je me suis rendu compte en voyant des films à la télévision essentiellement, un peu par hasard, que le cinéma pouvait être une façon de faire de la musique autrement. Donc mon envie de cinéma au départ elle est très musicale. Après, le fait d'écrire mes propres films, c'est venu en faisant en fait. Il y avait vraiment, j'aime beaucoup tourner, et du coup en documentaire on a cette capacité d'écrire en faisant, et ça me plaisait beaucoup. Voilà en gros d'où ça vient. Et alors, en sortant de la FEMIS, tu as fait quoi? Tu as commencé à travailler comme... tu as commencé à réaliser des courts-métrages ou tu as commencé à être technicien? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai plutôt été technicien. J'ai bossé un peu en images, j'ai bossé en scénario aussi, j'ai aidé des gens en documentaire un peu à droite à gauche. J'ai travaillé, j'ai fait un petit peu d'assistanat, j'ai fait un peu de son, et puis j'ai réalisé des documentaires. En fait, j'ai rencontré une productrice avec qui j'étais à la FEMIS, on s'est jamais quitté. Et il y avait la volonté de faire un film ensemble. Et c'est de là qu'est né Mercenaires, qui est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis 5 ans, en fait, à peu près. Mais j'ai essentiellement fait des documentaires en fait, avant de faire ce film-là. J'ai pas véritablement réalisé J'ai réalisé quelques courts-métrages de fiction, mais j'ai surtout fait du documentaire. Alors, les sujets que tu as abordés dans tes courts-métrages et dans tes premiers documentaires, il y a une thématique principale? Est-ce qu'il y a quelque chose un sujet qui te touche et que tu... Ouais, alors en fait ça je m'en suis aperçu un peu à rebours. On ne sait pas toujours pourquoi on s'intéresse à des sujets. Moi, il se trouve que j'ai souvent fait des films sur des gens qui étaient un peu en marge et qui étaient un peu des étrangers. En fait, je me suis aperçu de ça. Que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'étrangeté, que ce soit une étrangeté, la maladie mentale, que ce soit une étrangeté géographique, que ce soit une étrangeté... J'aime beaucoup les personnages qui sont en marge, en fait. Et Mercenaires rejoint un peu cette thématique-là. Après, c'est quelque chose que je me suis raconté, qui n'est pas du tout conscient, en fait. C'est des choses qu'on se raconte ensuite quand on regarde les différents films qu'on a faits et où on s'interroge un petit peu qu'est-ce qui peut rassembler un documentaire sur un enfant autiste et un film sur un batteur de jazz noir américain à Paris. Voilà, j'ai l'impression que que c'est une question qui m'habite et qui me traverse. Est-ce que tu sais pourquoi ou c'est juste instinctif et tu te poses pas la question? Non, je me pose pas vraiment la question. Je sais pas, c'est une thématique qui traverse ce que je fais, peut-être parce que je me sens moi-même étranger, peut-être, j'en sais rien. J'aime bien, là par exemple sur Mercenaires, il y avait aussi l'idée de filmer des corps qui sont des corps qu'on n'a pas l'habitude de représenter au cinéma. De travailler avec des gros,
ça m'intéressait. Je dis des gros parce que dans le rugby on dit des gros. Hein. Les gros, en général, c'est les avants qui sont dans la mêlée. Les gros. Et voilà, en gros, non, c'est pas très conscient en fait. J'essaye pas d'analyser véritablement ce que je fais. Et alors, le premier film, il vient comment? Est-ce que tu dis que tu as travaillé 5 ans sur le projet? Est-ce que tu savais tout de suite que tu allais faire une fiction? Ou est-ce que tu pensais faire au départ un documentaire? Non, au départ, c'était vraiment une envie de fiction. Après, j'avais envie de travailler sur le milieu du rugby parce que je trouvais que c'était un sport qui était très peu représenté au cinéma. Ah, et dans la fiction en général d'ailleurs. Voilà. Et en fait, j'ai toujours beaucoup aimé les films de boxe, par exemple, mais je trouvais que le rugby, il propose les mêmes enjeux physiques que la boxe, mais avec une dimension collective et sociale en plus, qui m'intéressait beaucoup. Et donc j'avais cette envie un peu floue, comme ça, de travailler sur le rugby. Au départ, je me disais, tiens, je vais peut-être bosser sur une équipe d'adolescents. J'avais un peu cette idée-là. Et puis un jour, je suis tombé sur un article dans Le Monde qui parlait du quotidien de joueurs qu'on faisait venir des 4 coins du monde dans un petit club de Fédéral 3, c'est-à-dire la 5e division du rugby, en gros, en France. Il faut savoir qu'en France, le championnat de France actuellement, c'est le plus gros championnat au monde, celui où il y a le plus d'argent. Donc il y a des toutes petites équipes qui recrutent des joueurs en Afrique du Sud, au Samoa, au Tonga, dans des petites îles du Pacifique, qui les font venir, qui leur payent un petit salaire, qui les logent dans des petites chambres ou dans des cabanons, et en espérant faire monter les équipes dans les divisions supérieures, en calquant un peu leur système économique sur les grosses équipes professionnelles, mais dans des économies beaucoup plus précaires. Et à la lecture de cet article, je me suis dit, tiens, là, il y a vraiment un sujet intéressant. J'ai commencé à faire des recherches, rencontrer des joueurs et aller voir des équipes. Et là, j'ai rencontré un joueur wallisien, donc qui venait de Wallis et Futuna, qui sont des petites îles dans le Pacifique. On entend parler au cours de géographie au collège ou au lycée, mais on ne se représente pas véritablement ce que c'est. Et là, je me suis dit, en fait, c'est encore plus intéressant de travailler sur un Français qui vient d'ailleurs et dont on ne sait rien, en fait. Il y avait une sorte de vide cinématographique qui m'intéressait complètement. C'est de là qu'est né de cette rencontre avec ce joueur qu'est née l'envie de faire ce film. Et alors, comment tu as travaillé sur le scénario? Tu avais ton idée, tu avais le joueur. Comment tu as travaillé? Alors au début, moi j'ai toujours un peu le même schéma. J'ai passé beaucoup de temps juste avec les joueurs d'abord, un peu comme un documentariste, on va dire. Donc j'ai rencontré beaucoup de joueurs qui venaient des îles, des petites îles, des Fidji, des Samoa, des Tonga, un peu dans plusieurs équipes. Et au départ, je prends simplement du temps pour les faire parler. Et qui me racontent un petit peu leurs histoires. Et tout ça me donne une sorte de matière dans laquelle moi je vais chercher des éléments et à partir de laquelle je commence à composer mon histoire. J'avais pas d'idée très précise de la dramaturgie, on va dire d'un fil dramaturgique clair. C'est venu petit à petit en fait. Et c'est venu énormément de la rencontre que j'ai fait encore une fois avec ce joueur qui s'est complètement ouvert à moi, avec qui je suis parti en Calédonie, qui m'a ouvert aussi les portes du monde wallisien là-bas. Et qui a vraiment été la pierre angulaire sur laquelle j'ai construit tout ce projet, quoi. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que de façon très rationnelle, je savais que je ne pourrais pas financer ce film si j'avais pas un super scénario. Parce que j'avais que des comédiens. Le point de départ était d'avoir des comédiens non professionnels. Je voulais filmer des vrais rugbyman. Or, aller voir des financiers, des gens qui vous donnent de l'argent en leur disant j'ai pas de comédien professionnel, c'est des rugbyman, ils font un peu la tronche. Donc il fallait que le scénario soit vraiment béton pour que ça puisse fonctionner. Donc j'ai passé beaucoup de temps en écriture, parce que je me disais aussi, si je suis pas capable d'écrire ce film moi, j'arriverai pas à le mettre en scène. Donc c'est ce qui a été long, et au final je suis content d'avoir passé ce temps sur l'écriture. Et ce que je me suis aperçu ensuite, c'est qu'il fallait que je m'éloigne énormément de toutes ces recherches documentaires pour aller vers de la fiction pure, pour que ça puisse fonctionner. Donc j'ai un peu digéré toutes ces recherches pour en faire vraiment une histoire et m'approcher plus du film de genre, m'approcher plus de la tragédie, m'approcher plus de grands genres comme ça qui pouvaient porter un petit peu mon récit. Et du coup, l'approche documentaire, en fait, tu as commencé avec une approche documentaire, à faire les recherches, au niveau de l'écriture, je parle. Et qu'est-ce que tu as gardé de ça? Est-ce qu'il y a des choses
authentiques qui auraient pu être dans un documentaire que tu as gardé dans la fiction? Ce que j'ai gardé déjà, c'est le. Il n'y a pas de comédien professionnel dans mon film, enfin, sauf une comédienne, mais voilà, tous les gens qui jouent dans le film ils jouent des rôles qui sont extrêmement proches de ce qu'ils sont dans la vie. Ça, c'est une matière qui est très intéressante à travailler pour moi parce qu'il y a une sorte de confiance qui s'installe et de partage sur ce que eux peuvent me donner, sur ce que moi je peux, là où je veux les emmener, qui fait qu'en fait on construit le film ensemble. Et l'autre chose qui reste par exemple du documentaire, c'est il n'y a pas de décor dans mon film. Tous les décors dans lesquels on a tourné dans les appartements des rugbyman, on a tourné dans une vraie équipe de rugby, on a tourné dans des vrais squats à Nouméa, etc. Enfin, il y a plein d'éléments qui restent des éléments documentaires, mais qui sont, on va dire, habités par le prisme de la fiction. D'accord. Donc les personnages sont vraiment authentiques, mais au niveau de l'histoire, est-ce que tu as gardé des éléments de choses qui t'ont raconté dans l'histoire? Il y a énormément d'éléments qui viennent de ce qu'on m'a raconté. Surtout, le film est centré sur la relation que ce jeune joueur a avec son père, qui est la clé un peu scénaristique du film. Ça, c'est quelque chose que quasiment tous les joueurs m'ont raconté. Ils ont souvent un rapport. La question de la famille est vraiment centrale. Et la question du déracinement, ce voyage que eux ils font sans arrêt, je suis allé piocher plein de choses dans ce qu'ils m'ont raconté, plein de petites scénettes, on va dire, qui ont formé une sorte de corpus dans lequel je suis allé piocher pour alimenter mon histoire. Et bon, ça serait un petit peu, voilà, sans avoir vu le film, un petit peu bizarre de vous parler de séquences très précises, mais il y a énormément de choses qui restent de ce qu'ils m'ont raconté. Ouais. Et du coup, en fait, donc, en fait, tu as pris de plein d'histoires que tu as entendues, mais ton personnage principal avait une relation particulière avec son père aussi, ou bien tu l'as fait d'une manière fictionnelle? Alors, le comédien qui joue le rôle principal, il est venu à la fin. Parce qu'il est très jeune, et en fait, comme j'avais besoin de tourner avec quelqu'un qui était à la fois un enfant et à la fois un adulte, il fallait que je le trouve juste avant de faire le film. Parce que dès qu'ils jouent dans des clubs professionnels, en fait, ils changent très vite, ils deviennent très vite très musclés, bizarrement. Et du coup, il fallait que je prenne quelqu'un vraiment juste avant de faire le film. Ah oui. C'est surtout venu de joueurs et de gens que j'ai rencontrés avant, en fait. Ouais. Mais Paki, par exemple, ce joueur qui a été la clé de voûte de fabrication du film, joue dans le film également. Ouais. Et il y a énormément de choses qui viennent de lui, de son rapport avec son père, de ce que lui m'a raconté, de sa famille. Ouais. Ah oui, donc tu as le personnage qui est à la source de ton histoire, qui joue un autre rôle que le comédien que tu as choisi, mais qui est aussi un vrai rugbyman. Exactement. L'idée, c'est j'aime bien, c'est-à-dire pas leur faire jouer leur propre rôle, mais de détourner un petit peu les choses, de leur proposer de jouer quand même quelque chose, mais qui soit proche de ce qu'ils connaissent. Pour Paki, qui joue le rôle d'un agent un peu scrupuleux, on va dire, c'était de la composition quelque part. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de casser un petit peu le rapport qu'ils peuvent avoir à eux-mêmes, ou de les pousser dans des zones où ils n'ont pas l'habitude d'aller, mais où tout d'un coup eux vont se mettre en danger, et moi je vais me mettre en danger aussi avec eux. Oui, donc en fait ce qui t'intéresse, c'est vraiment ce mélange entre le documentaire et la fiction à tout niveau, quoi. Complètement. C'est vraiment, je pense que c'est ce qui fait la particularité du film. Et c'est ce qui fait son originalité aussi. Je pense que encore une fois, c'est un endroit où il y a très peu de films, il y a très peu de films qui ont été faits là-bas, et il n'y a pas de comédiens wallisiens. Donc de fait, je devais travailler avec des gens qui n'étaient pas comédiens. Et en même temps, je m'étais dit, bon, il faut faire ce film comme si c'était un film de genre, d'un genre qui n'existe pas. Un film de genre océanien, en fait. Et du coup, oui, on est dans l'histoire, et je m'approche des westerns, des films de samouraï, etc. Il y a pas mal de références à ce genre de cinéma, mais vers des cinémas qui sont très fictionnés, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait, ouais, cette porosité-là. Bon, ça rend curieux, en tout cas. Et quand tu as écrit tout seul, tu as commencé à rédiger ta première version, ça s'est passé comment? Alors, en fait, au départ, en école de cinéma, j'étais vraiment nul en scénario. J'avais tout le temps des sales notes, j'étais vraiment très mauvais. Enfin, mes profs, en tout cas, pensaient que j'étais mauvais. Et donc, j'étais un peu intimidé par l'écriture. Et donc, j'ai commencé à écrire seul. Il y a eu un moment où je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je travaille avec quelqu'un.
Et puis je me suis encore une fois rendu compte que si j'arrivais pas à écrire ce film moi, si j'arrivais pas à trouver en moi la noirceur, la profondeur que je voulais y mettre, je ne serais pas capable de le mettre en scène. Je ne serais pas capable de le porter en fait. Dans le financement, derrière, quand on passe des commissions, etc., j'avais vraiment besoin d'être solide face à mon scénario pour que je sois capable d'en défendre absolument tous les points. Et donc oui, je l'ai écrit seul. Ouais. Et ça a été une gymnastique et un exercice assez particulier dont j'avais pas forcément l'habitude, mais qui m'a énormément plu en fait. Et ce que j'ai trouvé incroyable, et c'était vraiment la première fois que ça se passait comme ça, c'est il y a eu un moment où le scénario s'est mis à vivre. J'ai toujours eu l'impression dans ce que j'écrivais que les personnages ou l'histoire étaient limités par mon propre imaginaire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai besoin de rencontrer des gens en permanence pour l'alimenter. Mais là, tout d'un coup, il y a eu un moment où le film s'est mis à vivre tout seul, et où il a trouvé un équilibre, et où, comme en montage, tout d'un coup, quand on s'approche de la fin, et où tout d'un coup, les choses deviennent assez évidentes. Et le film s'est écrit à l'envers, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé, je l'ai écrit, j'ai trouvé la fin, et puis le film s'est construit comme ça à rebours. J'avais rencontré un réalisateur qui m'avait dit, tu sais, si ton scénario, aujourd'hui avec les durées de tournage qu'on a, si ton scénario, pour toi, il tient pas debout du début jusqu'à la fin avant d'entrer en tournage, tu vas galérer. Parce que tu vas pas avoir le temps tu vas pas avoir le temps d'écrire pendant le tournage, tu vas pas avoir le temps de trouver les solutions pendant le tournage. Il faut que tu les trouves avant, en fait. Il faut que tu passes du temps en écriture pour que tu puisses tourner ton film correctement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et alors, quand tu écrivais les personnages, donc tu les connais, enfin tu les connaissais, tu avais passé du temps avec eux. Tu es rugbyman toi, non? Non, pas du tout. T'as le physique, mais bon, t'as le physique de tes personnages principaux. Quand tu dis les gros, c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de faire ce film. Comment t'arrivais à te projeter? Est-ce que ta façon de te projeter dans les personnages, ça se passait comment? Est-ce que tu avais du mal, ou est-ce que c'est venu facilement parce que justement tu les avais rencontrés sur place, tu avais été en Nouvelle-Calédonie, etc. Comment ça se passait? En fait, c'est un petit peu comme quand on écrit un scénario pour des comédiens. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je rencontrais des gens et tout d'un coup j'avais envie de les faire tourner et j'avais envie de leur écrire des rôles. Et ça venait de rencontres en fait. Et donc c'est exactement la même chose. C'est comme si j'avais voulu faire tourner un comédien connu, sauf que c'était un inconnu en fait. Et petit à petit, il devenait le personnage que j'écrivais. Ce qui n'était pas le cas du personnage principal pour le coup, que j'ai vraiment trouvé à la fin. Après, j'ai fait énormément d'ajustements en cours de tournage. Je vous donne un exemple. Par exemple, le personnage principal, je l'avais écrit très gros au départ. Il était censé peser 140 kg et pendant tout le film, une des lignes était qu'il devait perdre du poids. Quand j'ai trouvé Toki, qui joue le rôle principal, il n'est pas très gros pour une première ligne. Au contraire, même, il est plutôt maigre. Du coup, j'ai changé mon scénario en disant il va être trop maigre et on va vouloir lui faire prendre du poids tout au long du film. Et j'ai essayé d'adapter comme ça à chaque fois aux comédiens que je rencontrais qui jouaient les rôles mon scénario pour qu'ils s'adaptent en fait à ce qu'ils étaient et à la nature de ce que les comédiens étaient. Mais toi, en tant qu'auteur, pour te projeter dans le personnage que tu es en train d'écrire, est-ce que ça devient naturellement ou c'est compliqué? Non, ça m'est venu plutôt assez naturellement. Après, il y a des personnages. Le personnage du père, par exemple, qui est vraiment, qui a été un des personnages les plus difficiles à écrire du film. C'est un père qui est un peu coincé dans un carcan de tradition, qui représente un peu une vieille école, on va dire, de ce qu'étaient les traditions wallisiennes, etc., qui est complètement opposé au départ de son fils parce que lui-même a été en métropole et certainement il n'y a pas vécu que des bonnes choses. C'est un personnage qui est très violent et qui est très sombre. Ça a été difficile à écrire parce que je sentais qu'il fallait que je trouve ce côté extrêmement sombre en moi et que j'arrive à un point du scénario où on puisse être en empathie avec ce personnage dégueulasse. Et ça a été un vrai enjeu d'écriture, d'arriver à rendre extrêmement... qu'on puisse être en empathie avec le pire salaud qui soit. Et pour moi, c'est pas du tout un personnage de salaud. Au contraire, c'est un personnage qui déborde d'amour, mais qui arrive absolument pas à l'exprimer. Et voilà, en fait, il fallait à chaque fois tordre ou balancer les
les préjugés ou les stéréotypes ou les images que j'avais comme ça sur les personnages pour arriver à les contraster ou à les faire exister dans une ambiguïté qui était beaucoup plus riche en fait. Et alors la différence de culture, enfin la culture calédonienne, pour rentrer dans les personnages comme ça, c'est comment tu fais parce qu'ils ont quand même des façons la culture change complètement les réactions. La seule solution pour moi, c'était de passer énormément de temps avec eux. Je suis allé plusieurs fois à Nouméa, même quand j'étais en France, il y a une vraie communauté wallisienne en France, donc j'essayais de passer énormément de temps avec eux pour les côtoyer, pour vivre avec eux, pour rentrer dans les familles, pour me fondre un peu dans ce moule et apprendre à le connaître. Et puis passer énormément de temps juste à les écouter, à discuter. J'ai passé des semaines entières avec des familles à faire des cérémonies de mariage qui n'en finissaient plus et tout ça est rentré petit à petit dans le film, mais ça a vraiment fait partie d'un lent travail d'écriture. Paki, en l'occurrence, je lui faisais fréquemment lire le scénario. C'est-à-dire que quand j'avais des doutes, il y a un écueil que je voulais absolument éviter, c'était le côté anthropologique du film, qui vraiment où je me disais, je peux pas rentrer dans quelque chose d'exotique ou de trop anthropologique ou de baser mon scénario sur des rites ou des choses qui n'existent plus du tout. Donc voilà, il fallait vraiment apprendre à les connaître, les mesurer et trouver la juste distance, en fait, comme un travail de documentariste. Une des solutions pour ça, dans l'écriture, ça a été de me dire, en fait, je vais rendre, comme tout le film est raconté dans son point de vue à lui, je vais rendre la partie métropolitaine du film plus exotique que la partie calédonienne. Donc je vais aller tourner dans le sud-ouest, donc je vais jouer les accents, donc je vais jouer quelque chose qui est dans une imagerie un peu exotique. Alors j'ai une question un peu spécifique parce que tu es aussi opérateur de documentaire, d'après ce que tu m'as dit. Et là, dans ce film, est-ce que par exemple tu as filmé avant en repérage ou pour essayer de trouver une écriture cinématographique avant de finir le scénario ? Ouais, en fait, je me déplace tout le temps avec un appareil photo avec lequel je peux filmer. Et du coup, j'ai filmé des morceaux de conversation, j'ai accumulé toute une sorte de matière et j'ai pris beaucoup de photos aussi qui me permettaient l'échange avec l'opérateur. Je l'ai entamé très tôt aussi sur ce film. C'est vraiment un compagnon de route avec qui je travaille depuis toujours, mais il était impliqué sur le film quasiment depuis le départ. Et donc à partir de toute cette matière visuelle, il y a des idées de scènes qui sont nées, il y a des idées de personnages qui sont nés. Par exemple, j'ai juste pu croiser quelqu'un que j'ai pris en photo et je me suis dit tiens, en fait voilà, le personnage va ressembler à ça, ou des décors aussi énormément, parce que le film je l'ai porté seul pendant très longtemps et du coup j'ai fait le casting moi-même et les repérages et tout ça moi-même, et tout ça est né de cette recherche visuelle et d'écriture. Parce que par exemple, je t'ai entendu parler de ça dans une autre interview, mais de la masse des corps, le rugby. Moi, je me souviens avoir tourné avec William Klein qui était fasciné par le rugby. On a filmé des séquences de rugby qui n'avaient rien à voir avec l'histoire parce qu'il avait envie de filmer des muscles qui s'affrontaient. Donc, tu as dû trouver des choses inspirantes pour l'histoire. Ouais, par exemple, quand j'ai trouvé l'équipe dans laquelle j'ai bossé, donc Fumel, une petite équipe du Lot-et-Garonne, j'ai passé énormément de temps avec eux aussi et ils ont commencé à m'accepter dans les vestiaires. Je suis rentré avec eux. Un jour, j'ai assisté à un discours d'avant-match qui était incroyable, qui était comme il y en a souvent. Mais c'est quand même une marque de fabrique. Hein. J'avais pas du tout de séquence comme ça de discours dans les vestiaires avant le match. Enfin, j'en avais une, mais elle n'était pas très très bien écrite. Et simplement en les voyant faire, je me suis dit je peux pas ne pas mettre ça dans mon film, c'est impossible. Mais ce qui était génial, c'est que j'avais même pas besoin d'écrire la séquence. C'est-à-dire j'avais juste besoin de les rassembler dans un vestiaire, de dire au capitaine de l'équipe qui joue le rôle du capitaine de l'équipe, de dire maintenant tu vas leur faire un discours pour motiver tes gars avant, parce que sinon vous allez passer dans la division inférieure et je veux que tu les fasses pleurer. et là il y a une séquence incroyable qui s'en dégage, parce que tu leur demandes de faire quelque chose qu'ils font et les gars se connaissent et ils jouent ensemble et ils partagent quelque chose qui dépasse le cadre de ta fiction en fait. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, d'arriver à mêler comme ça des éléments presque documentaires à des éléments et les intégrer dans un schéma de fiction beaucoup plus écrit et beaucoup plus classique. Donc ça amène l'écriture scénaristique à de la direction d'acteurs avec des non-acteurs en fait.
Tout est lié en fait pour moi. Dans le travail, j'ai du mal à compartimenter, à me dire bon ça, si il y a un moment quand on écrit, mais en tout cas tout s'adapte au moment où on tourne, ouais, clairement. Ouais. Alors, l'acteur principal, est-ce qu'il était de l'équipe que tu as filmé ou non? Pas du tout. Il s'est bien intégré. Enfin, je veux dire, ça va Ouais, être compliqué pour les joueurs. Non, il s'est très bien intégré. Déjà, à Fumel, quand j'ai ramené un joueur wallisien de 120 kilos, qui était, pour eux, c'était le rêve. On le garde, non? Voilà, ils le prenaient sans hésiter dans leur équipe. Il n'y avait aucun problème. Donc non, il s'est très très bien intégré. Et puis de toute façon, les gars étaient extrêmement sympathiques et il y a eu absolument aucun problème. Je donne un autre exemple. Par exemple, dans le film, il y a une séquence de bagarre générale. Tiens, c'est étonnant. Et pour tourner cette séquence, comme je tournais avec des vraies équipes, je me suis dit, on va prendre 2 équipes qui sont à 10 km l'une de l'autre, qui peuvent pas se saquer. On va les mettre sur un terrain et on va filmer. C'est venu tout seul. Et c'est venu tout seul. J'avais même plus besoin de les diriger au bout d'un moment. C'est-à-dire, je disais action, ils se mettaient des nions à tir-larigot et je disais couper, ils n'arrivaient pas à s'arrêter. Le soir, il y avait des gars qui me téléphonaient pour me remercier de la journée qu'ils avaient passée. Il y a Omar Hassan, qui est un joueur professionnel qui joue dans le film, qui m'a dit écoute Sacha, vraiment merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de faire des bourre-pifs comme ça sur un terrain. Vraiment, tu peux pas savoir le plaisir que tu m'as fait, quoi, alors qu'on a tourné sous la pluie toute la journée. Ça fait partie de la culture, malheureusement. Il y en a moins en top 14 parce que c'est interdit. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus, c'est que souvent, un bon scénario, même totalement de fiction, c'est de laisser aller une situation, de créer une situation et de la laisser vivre. Alors après, pour moi, ça c'est surtout de la mise en scène, en fait. C'est-à-dire comment est-ce que je vais arriver à rendre ce que j'ai écrit juste, comment je vais le transformer pour que ça soit juste, à quel moment je sens que ce que j'ai écrit est juste ou l'est plus au moment où je le fais, ou pour les comédiens avec qui je travaille. Après là, le film est quand même très écrit, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup la plupart des dialogues sont des dialogues qui sont écrits. Il y a quelques séquences où on est hors dialogue, où on sort de ce qui a été écrit, mais la ligne principale du film est une ligne assez classique en fait, une ligne de fiction, voilà. Et alors, ça c'est une question qu'on se pose souvent quand on est très réaliste. Comment tu t'arranges pour que les dialogues s'intègrent à des scènes qui sont improvisées et voilà. Ça, c'est avec les comédiens que ça se passe. C'est est-ce qu'ils arrivent à jouer ce que tu as écrit, dans quelle mesure est-ce que tu changes ce que tu as écrit, est-ce que tu fais le choix de garder ce que tu as écrit parce que en fait ça parle mieux que ce que lui dirait. Moi je suis assez j'aime bien être fidèle en général à ce que j'ai écrit parce que j'ai passé en général pas mal de temps à l'écrire, donc je sais pourquoi je l'ai mis là. Mais après, si le comédien ne le trouve pas et qu'il a autre chose à me proposer qui fonctionne mieux, je prends aussi. Une des particularités du film est qu'il est tourné en 2 langues. Parce que j'ai tourné en wallisien et en français. Et c'était aussi une des raisons pour laquelle il fallait que je passe beaucoup de temps avec eux, parce qu'il fallait que j'arrive presque à comprendre le wallisien pour pouvoir le diriger en fait. Mais ça c'est vraiment une question de mise en scène et de quand est-ce que c'est juste et pas juste, quoi. Et au niveau de l'écriture les premiers dialogues dans la version finale, c'est venu, ça s'est modifié vite avec l'écoute, avec la découverte du wallisien par exemple. Sur le wallisien, oui, parce que j'avais dans la tradition, les traditions océaniennes, c'est une des traditions où il y a beaucoup d'oralité, où on parle énormément. C'est-à-dire par exemple, si j'étais venu là et que j'étais wallisien, j'aurais, je pense, passé d'abord 5 minutes à vous remercier de m'avoir accueilli. Et ensuite, vous m'aurez remercié, moi je vous aurais encore remercié. Et bon, ça aurait pu durer assez longtemps comme ça. Et du coup, il y a quelque chose de très théâtral dans la façon dont on parle. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour moi dans l'écriture des dialogues. C'était de garder cette théâtralité en fait, des rapports qui font qu'on est toujours en représentation. Et quand on prend la parole, c'est pour parler et chaque mot est réfléchi et pensé. Donc, les séquences en wallisien, je les ai écrits vraiment presque comme une pièce de théâtre. Et c'est des choses qui se retrouvent dans pas mal de séquences en métropole, parce que ce personnage qui vient de Calédonie, il vient avec son passé wallisien, et du coup, il y a une scène par exemple où il se lève pendant un repas que fait l'équipe, où il prend la parole, et où tout d'un coup, ce qu'il dit
est un peu décalé parce qu'il reproduit un petit peu cette façon de parler assez formelle. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui après il y a énormément de dialogues aussi que j'avais pas du tout écrit et qui sont nés en faisant le film avec les comédiens, quoi. Voilà. Et filmer le rugby, comment tu t'as appréhendé le truc? Est-ce que c'était compliqué en plus tu joues pas? Ou je sais pas, peut-être que alors je connais très bien le rugby quand même, mais alors à l'écriture, il y avait un enjeu sur le rugby qui était que je voulais pas faire un film, je voulais pas que les enjeux sportifs soient présents. C'est-à-dire, je voulais pas filmer un match en mettant de la dramaturgie sur est-ce que l'équipe va gagner ou est-ce que l'équipe va perdre. Le score m'intéresse pas. Il fallait que je trouve d'autres choses à raconter au sein des matchs. Et ça a été tout un travail pour arriver dans chaque séquence de match. Il y en a 4 dans le film. Qu'à chaque fois j'ai quelque chose à raconter qui ne soit pas en rapport avec le sport, mais qui soit en rapport avec qu'est-ce que vit mon personnage et qu'est-ce qui se passe avec lui, enfin pour lui à ce moment-là sur le terrain. Une fois que je savais ça, je me suis dit je vais filmer les séquences de rugby quasiment uniquement de son point de vue à lui. En fait le rugby c'est extrêmement on a l'habitude de voir des matchs à la télé, mais c'est toujours filmé de l'extérieur avec des caméras dans tous les sens, etc. Là, ce qui m'intéressait, c'était d'être sur le terrain avec lui. Et on s'en fout d'où est le ballon, on s'en fout de ce qui se passe autour. Tout ce qui m'intéresse, c'est comment lui va régler ce qu'il a à faire à ce moment-là sur le terrain. Et c'est vraiment ce qui a guidé la mise en scène. Après, dans la fabrication, ça a été très compliqué. Parce que déjà, on a 30 rugbyman sur un terrain. Pour qu'ils t'écoutent, c'est assez compliqué, et surtout pour qu'ils refassent avec l'intensité physique, c'est très compliqué. Et on a eu pas mal de joueurs qui s'échauffent au début, et puis on arrête 10 minutes, et on reprend, du coup ils sont plus chauds, du coup il faut gérer ça, etc. C'était assez complexe. Tous les jours de tournage de rugby ont été complexes, et en même temps, quand ça marche, c'est hyper jouissif, quoi. Et du coup, ils mettaient une implication dans ces séquences de match qui était incroyable. Après, j'ai essayé de beaucoup découper mon film. C'est un film qui est très découpé et du coup, chaque plan est préparé plus ou moins. Et donc, il fallait que je me tienne à ça pour arriver à faire exister et à maîtriser un petit peu ce qui se passe. Après, je m'appuyais beaucoup sur eux pour tout ce qui était règles, pour tout ce qui était véracité, pour tout ce qui était mise en place, pour tout ce qui était placement des joueurs, pour tout ce qui était... voilà. On a tourné avec des vraies équipes, avec des vrais arbitres, avec des vrais présidents des clubs. Voilà. C'était assez marrant. Est-ce que évidemment tu abordes la prise de produit et le dopage, puisque tu parles de prise de poids. Alors, la prise de poids, ça a été un problème, parce que à partir au début du film et à la fin du film, je suppose qu'il a pris du poids, donc est-ce qu'il a fallu gérer ça aussi ou pas? Non, en fait, ça n'a pas été un problème du tout, parce que comme il s'entraînait plus, du coup, il a pris du poids. Sur un tournage, on mange quand même un peu tout le temps. Ouais. Et donc non, ça n'a pas été un problème. Il a pris du poids très facilement. Et oui, j'aborde cette question-là. Après, c'est une question qui est abordée de façon... c'est un peu comme les enjeux sportifs, en fait. C'est quelque chose qui est en arrière-plan dans l'histoire, qui est présent, mais moi, je ne suis pas vraiment journaliste. En tout cas, je ne suis pas un journaliste d'investigation, donc je n'essaie pas de révéler quelque chose ou de polémiquer sur le sujet. Ça fait partie de son univers. Et quand on passe du temps avec des rugbyman, on sait que ça fait partie de leur univers. Donc c'est évoqué. Et je me suis dit que ça serait intéressant de l'évoquer de façon assez comique. Le film est noir, mais je voulais qu'il y ait des variations de ton et qu'il y ait des moments où on puisse rigoler, que ce soit des moments plus légers, qu'il y ait des contrastes comme ça de tonalité dans le film. Le moment du dopage, j'en ai une. J'ai essayé d'en faire une séquence comique et j'espère que ça fonctionne. C'est pas un élément dramatique majeur dans le film? C'est une ligne qui joue à un moment, mais c'est pas du tout le centre de la problématique du film. Ouais. Et du coup, à partir de la problématique du film, est-ce que tu as pu observer un effet, je dirais, thérapeutique sur l'équipe, sur lui en particulier, de cette histoire qu'il concerne au premier chef? Est-ce que, avant qu'on voit sur les spectateurs l'effet que ça peut faire? Un effet thérapeutique. Je sais pas, comme il y a une histoire avec son père, est-ce que lui, il a un rapport à la famille qui a changé après l'expérience du film, ou si tu sais, peut-être alors, je pense par rapport à sa famille, ça n'a rien changé de particulier. Je pense que ça a été...
Ce que ça a changé, c'est qu'il est retourné à Nouméa. C'était la première fois qu'il retournait à Nouméa depuis qu'il était parti en France depuis 2 ans pour le tournage, et il revenait avec un projet. Je pense que ça lui permettait de montrer à ses parents qu'il faisait quelque chose. Après, ça, c'est son problème. Il faudrait lui poser la question. Oui, voilà, c'était à tout hasard. Non, mais c'est en fait un peu de voir, ou même pour toi, de raconter cette histoire. Quel effet ça te fait maintenant que tu l'as racontée et qu'elle est disponible pour le public? Je pense à un des personnages avec qui ça a été le plus flagrant, c'est le personnage qui a joué le père, qui est donc pas du tout un acteur qui est videur depuis 30 ans. Il a fait 20 ans en boîte de nuit et 10 ans dans un supermarché à Nouméa, dans le quartier vraiment craignos de Nouméa, à qui j'ai demandé vraiment d'aller extrêmement loin dans la violence et dans des choses vraiment compliquées à jouer, et qui avait une intelligence. J'avais beaucoup d'angoisse de lui faire lire le scénario. Je lui avais parlé de ce qui se passait, mais j'avais assez peur est-ce qu'il allait accepter de faire le film après avoir lu le scénario. Et il m'a rappelé en me disant non, j'ai lu ton scénario, pas de problème, passe à la maison, on en discute, viens boire le café. Donc j'y vais, et il m'a parlé de son personnage comme jamais aucun comédien m'a parlé d'un personnage. Il avait absolument tout saisi. Il m'a dit, tu sais, pour moi ton personnage, il est construit sur un carré. Dès que ça sort du carré, c'est pas la peine de continuer. Et c'était exactement ça. Il avait une façon très, très imagée d'en parler, et c'était super beau. Et il a accepté pendant le tournage d'aller vraiment très très loin dans ce que je lui demandais. Et à la fin, il m'a remercié. Ouais. En me disant tu m'as fait vivre un truc hallucinant, je le referai plus jamais de ma vie parce que c'est vraiment chiant, mais je suis hyper heureux de l'avoir fait. Pas mal. Et alors tu abordes évidemment l'identité. Comment ça se vit alors du coup chez les rugbyman calédoniens? Comment ça se vit on va parler de crise identitaire un peu entre ce déracinement, quoi. Bah, c'est compliqué parce que donc les Wallisiens avec qui j'ai bossé, c'est des Wallisiens qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Wallis, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois, mais je me rappelle plus ce que je dis ou ce que je dis pas. Et ils ont un rapport à la France. Les Wallisiens sont assez loyalistes dans leur rapport à la France. Et du coup, ils ont des rapports compliqués avec les Kanaks en Nouvelle-Calédonie qui sont plutôt indépendantistes. Enfin bon, voilà, il y a plein de sujets qui se mélangent, mais disons qu'ils grandissent avec l'idée qu'ils sont français et qu'ils apprennent l'histoire de la France, etc. Quand ils arrivent en métropole, les gens savent absolument pas qui ils sont. Enfin, on les prend pour des All Blacks, on les prend pour des Samoans, on les prend pour une espèce de zone comme ça, de flou. C'était Le Clésio, je crois, qui disait que l'Océanie, c'est un continent invisible. Et c'est très vrai. Enfin, quand on regarde la carte du monde, l'Océanie, on la voit pas. Et c'est donc une espèce de béance comme ça. Et je pense que c'est extrêmement violent pour eux quand ils arrivent ici, parce que tout d'un coup, personne ne sait qui ils sont. Alors qu'eux, ils savent très bien qui on est. Et ce rapport, on va dire, peut-être qui se retrouve beaucoup dans la façon dont ils sont recrutés dans les équipes de rugby, parce que les mecs viennent vraiment faire leur marché. Une des phrases clés, qui est la première phrase du film, c'est un recruteur qui m'avait dit, tu sais, nous quand on va là-bas, de toute façon, peu importe le joueur, ce qu'on veut, c'est le plus grand, le plus jeune, le plus gros. C'est la première phrase du film. Il y a 2 mecs au bord d'un terrain qui regardent un match, et il y a un mec qui dit, de toute façon, il me faut le plus grand, le plus jeune, le plus gros. Et donc il y a une sorte de rapport un peu négrier comme ça dans la façon dont les gens sont recrutés qui perdure et dont je voulais parler. Et du coup, par exemple, sur lui, est-ce qu'il est resté dans l'équipe? L'équipe où on a tourné? Oui. Non. Non, je pense qu'ils auraient bien aimé, mais non, lui il joue, il est au centre de formation à Aurillac et il est toujours sous contrat là-bas, voilà, et il y est toujours, je pense, pour quelques années encore. Ouais. Mais alors du coup, les joueurs qui viennent, si jamais ils conviennent pas, ils rentrent chez eux, ça se passe comment? C'est compliqué. Souvent, d'eux-mêmes, ils repartent parce que le choc est souvent très violent. Ils ont, comme c'est des sociétés qui sont vraiment construites sur la famille et qui sont assez protégées en fait en Nouvelle-Calédonie par ça, quand ils arrivent en métropole, ils sont complètement perdus. Et du coup,
parfois ils se grillent un peu les ailes et Dieu sait si dans le monde du rugby ils aiment faire des conneries. Donc voilà, il y a des moments parfois ils partent un peu en sucette et puis ils se retrouvent à retourner chez eux sans dire vraiment que ça s'est mal passé et puis l'affaire s'étouffe et ça se termine comme ça un peu comme ça avait commencé. Mais je sais plus. Et qu'est-ce qu'on peut... Parce que tu as interviewé des gens aussi avant. Qu'est-ce qu'ils en retirent de cette expérience en France et dans le rugby en revenant? Paki m'avait dit un truc qui m'est resté en tête tout le temps que j'ai fait le film. Il m'a dit, tu sais, c'est un peu comme si on était schizophrène. C'est-à-dire que on est des étrangers ici. Et quand on rentre en Calédonie, on est des étrangers parce qu'en fait, on est français. Quand j'étais avec lui, dans sa famille, il disait tout le temps Falani, 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 ça veut dire français. Je pensais qu'il parlait de moi. En fait, il parlait de lui. Parce que lui est français, en fait, pour eux. Ça fait 15 ans qu'il vit en France, ses enfants vivent en France, et du coup, il ne peut pas rentrer, en fait. Du coup, c'est une sorte de voyage sans retour qui fait que il y a une espèce de perte d'identité dans ce voyage qui fait qu'il est plus chez lui là où il a grandi et il est plus chez lui, mais qui est, je pense, une situation qui est commune à énormément d'immigrés et à énormément de gens qui font des voyages et qui se voilà. Mais là, il y avait quelque chose qui m'intéressait là-dedans aussi, quoi. Oui, donc c'est traité dans le film, on le voit revenir et... Ouais, c'est traité dans le film par un personnage qui porte un petit peu cet aspect-là, qui est un ancien joueur wallisien qui le prend sous son aile, qui l'aide un peu. Et qui est comme ça dans cette espèce d'entre-deux qui porte un petit peu ce message-là dans le film. Ouais. Et tu disais que tu avais des références sur les films de samouraï, les films de genre. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est quand même... moi j'adore le... Je suis un grand fanatique de cinéma japonais, de Kurosawa et de western en général. Et donc ouais, Kurosawa c'était une des références du film. Après j'aime beaucoup Sergio Leone aussi, donc voilà, il y a une sorte de... Il y a un moment dans le film où on glisse vers quelque chose qui s'approche de ça. Une des façons dont ça se montre, c'est que je voulais pas... j'ai tourné tout le film sur pied quasiment. Il y a très peu de caméras à l'épaule. Et du coup voilà, il y a quelque chose d'assez en place, comme ça, que j'avais envie de garder en fait, quelque chose qui casse un peu le côté naturaliste que je voulais. J'avais envie de raconter une histoire et qu'on se dise que c'était une histoire et de faire de ces personnages des héros en fait. C'était vraiment ça qui m'intéressait. Proposer une figure de héros qu'on connaît pas. Un western rugbystique. Exactement. Et alors, un des autres aspects, alors là plus scénaristique, c'est par exemple il y a un des films de Kurosawa qui m'a un peu aidé, qui est Sanjuro, le garde du corps, qui raconte l'histoire de Toshiro Mifune qui arrive dans ce village coupé en deux et qui se retrouve entre ceux qui habitent d'un côté et ceux qui habitent de l'autre. Pour moi, les rugbyman qui partent, c'est des mercenaires en quête de contrat, c'est des espèces de ronins à qui on va proposer un contrat, ils vont jouer dans un club pendant 1 an et ensuite ils vont aller dans l'équipe d'en face et ensuite ils vont aller dans l'autre équipe. Ils sont exactement comme ces gars-là en fait. Et dans le trajet du personnage, c'est ce qui se passe en fait. D'abord, il est dans cette équipe-là, et puis voilà, petit à petit, il est à la marge en fait, parce qu'il il appartient pas à cet endroit-là. C'est une sorte de samouraï sans contrat en fait. Alors, du coup, ils le vivent comment les Wallisiens? Est-ce que c'est pas un peu, il n'y a pas un côté contraire avec leur côté clanique, familial, de changer d'équipe juste pour l'argent? Non. Non, il n'y a pas de problème. À partir du moment où c'est dans ce qui se fait dans le sport, ça pose pas de problème. Et puis, c'est assez marrant parce que le sport et le rugby, il y a quand même un côté où c'est tout le temps la même chose qui se reproduit tous les week-ends, puis on oublie très vite en fait ce qui s'est passé avant. C'est un peu comme une messe en fait. Le film, il y a un côté très cérémoniel dans le film sans arrêt. J'avais vraiment envie de filmer les scènes de sport comme une sorte de liturgie. Et non, ça leur pose pas de problème parce que c'est ce qui se fait et c'est la loi du milieu. S'ils veulent réussir, ils sont obligés d'accepter ces conditions-là. Donc, voilà. Et du coup, les équipes de rugby que tu as utilisées, quelle a été leur réaction de se retrouver, puisque effectivement c'est très peu filmé, de se voir, est-ce que ça a modifié leur façon de voir leur jeu ou...
Alors, ils se voyaient pas, parce que je contrôlais l'accès au combo de façon extrêmement despotique. Et non, ils se voyaient pas du tout. Ils suivaient ce que je leur demandais de faire et ils le faisaient. Après, j'ai pas fait lire le scénario à tout le monde. Il y a énormément de gens à qui j'ai pas donné de scénario. Je leur ai parlé du film, de ce que ça racontait, mais pour moi, c'était beaucoup plus facile de même pas répéter certaines séquences, de les faire arriver, de leur dire voilà ce qui se passe et on va filmer ça. Le premier jour de tournage avec l'équipe, on a tourné une séquence sous les douches qui a mis tout le monde à l'aise. Et ensuite, on a tourné une séquence, on a tourné 2 séquences sous les douches et voilà, ça a permis de mettre tout le monde d'accord. Et après, ils ont vu le film terminé? Non, ils vont le découvrir demain. Ah, ben voilà, donc ma question est trop tôt. Et alors, tu parles d'affrontement de corps. Comment, quelle idée tu veux faire passer par l'affrontement de corps? C'était pour appuyer quoi comme propos? Le film est soutenu par l'idée de... Il y a une violence sourde qui vient du père dans le film et qui travaille Sohané comme une sorte de souvenir pendant tout le film. Et le rugby, en fait, entretient le rapport du personnage à la violence pendant tout le film. Et le mouvement du film, c'est comment Sohané va réussir, au travers de son parcours, à affronter son père. Le seul mouvement du film, c'est celui-là, en fait. Il tient dans comment est-ce que Sohané va affronter son père. Du coup, tout ce qui se passe en métropole est juste une sorte d'initiation qui, lentement, va lui permettre de faire face à son père et de lui dire que... ce qu'il lui dit à la fin du film. Et donc, il est à quel poste Alors, il est pilier. D'accord. Pilier, c'est ceux qui Pilier sont droit. devant, c'est ceux qui prennent tous les coups et qui en donnent pas mal aussi. Et c'est assez souvent les gens à qui on demande un peu les basses œuvres sur le terrain, ce qui était une ligne scénaristique aussi assez intéressante. Quelle heure il est? Parce que toi, tu as des impératifs. Il est 4h03, ça va. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la mise en scène, l'utilisation de la musique? Est-ce que tu utilises beaucoup de musique? Ou est-ce que tu as laissé l'image un peu Non, il y a beaucoup de musique dans le film, ouais. un peu la Sergio Leone? Alors, il y a de la musique originale qui est... Enfin bon, ça, peut-être j'en parlerai une fois que vous aurez vu le film, mais non, j'avais vraiment l'envie d'écrire de la musique. Après, il y a beaucoup de musique aussi dans le film. Parce que moi j'aime beaucoup la musique au cinéma et il y a de la musique traditionnelle wallisienne, enfin des chants wallisiens au début quand on est en Nouvelle-Calédonie, il y a des séquences de concerts et de fêtes en métropole, il y a Omar Hassan qui joue dans le film, qui est un chanteur d'opéra qui nous chante un air à un moment, il y a la musique est présente tout au long du film. En fait, un peu comme dans la tragédie, j'avais cette envie d'avoir une sorte des moments de cœur, un peu comme ça. Tout d'un coup, on repose l'histoire et on peut faire exister musicalement une sorte de pause et qui nous permet de glisser d'une séquence à une autre. Est-ce que dans le déroulement d'un match de rugby, quand tu es au centre du terrain, au milieu de l'action, est-ce qu'il n'y a pas justement une musique aussi des bruits, des cris, Si, complètement. Il y a très peu de dialogue pendant les séquences de match. Elles sont assez brutes et effectivement la partition sonore des séquences de match a été extrêmement intéressante à travailler au montage son, au mixage. Il y avait vraiment toute la façon dont je pouvais travailler l'espace entre le moment où il est proche de la tribune, le moment où il s'éloigne du terrain, ça ressemble beaucoup à des séquences de guerre en fait, ou à ce genre de choses. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est les cris des uns des autres, les chocs. On a énormément travaillé les bruitages pour vraiment avoir plein de choses variées et faire vivre, rythmer ces séquences de l'intérieur, en restant assez simple et pas trop démonstratif en termes d'effets sur la mise en scène de ces séquences. Ouais. Parce qu'un plaquage, c'est un vrai jingle, quoi. Bah, c'est assez efficace au raccord. Ouais. Pas mal. Et du coup, qu'est-ce qui t'impressionne chez Kurosawa? Tout. Déjà, oui. Non, mais j'aime beaucoup. On a tourné le film par exemple en scope en 2.40 et bon voilà, clairement c'était une ligne en termes d'imagerie visuelle qui était empruntée au 7 Samouraï ou à ce genre de film.
Après, ce que j'adore chez Kurosawa particulièrement, c'est que même dans son écriture, c'est qu'il c'est un cinéaste qui ne démontre jamais rien. Et euh, il est toujours au service de son histoire. Et ça, je trouve, c'est incroyable. En fait, quand j'étais à la FEMIS et quand j'en suis sorti, je faisais des films beaucoup plus peut-être hermétiques, peut-être plus intellectuels. Et petit à petit, ça m'a ennuyé. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait véritablement au cinéma, c'était de raconter des histoires. Et il fallait que l'histoire soit lisible de bout en bout et que c'est ça qui m'intéressait. Parce qu'en fait, les films que j'aime, c'est ces films-là, en fait, par-dessus tout. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai passé beaucoup de temps sur l'écriture de ce scénario pour que le film soit complètement lisible et qu'il puisse être ouvert sans rien démontrer. Après, le spectateur va y chercher ce qu'il veut. Moi, je sais ce que j'ai fait, mais voilà, je trouve ça vachement bien aussi en tant que spectateur quand on a la liberté pour chercher des choses. Alors, le côté guerrier des rugbyman, tu l'as travaillé avec justement tous les corps, les tatouages, tous ces affrontements et cette imagerie. Ouais, complètement. Bon, les tatouages, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture wallisienne. Ils sont tous couverts de tatouages. C'est souvent des tatouages qui ont des histoires en rapport à leur famille, etc. C'est quelque chose, un fil qui joue dans le scénario. Mais on va dire que la séquence où le film bascule, sans trop je vais essayer de pas trop le spoiler, mais c'est une séquence de haka. Et je pense que ce moment où tout d'un coup le personnage devient un guerrier est véritablement le moment où le film bascule. Qui a été, je pense, une des séquences les plus fortes à tourner et à monter de ce film. Et tu dis que tu as filmé des mariages. Moi, j'ai déjà vu un mariage maori, c'est un peu le même genre, je suppose. Je connais pas les mariages maoris, mais en fait, ça chante, c'est un peu comme il y a des haka, des espèces il y a le beau-père qui fait des espèces de mouvements guerriers en criant. Est-ce que c'est le même genre? Je pense que à mon avis, c'est différent quand même. Il y a vraiment des spécificités sur chaque île. Pour le coup, les Wallisiens ne sont pas du tout des Maoris. C'est vraiment des cultures assez différentes. Les Wallisiens sont plus proches culturellement des Samoans ou des Tongiens. Mais oui, je pense qu'il y a des similarités, mais je ne connais pas l'univers maori, je ne peux pas en parler. Et alors, après ce premier film, ce premier long métrage de fiction, qu'est-ce qui a changé dans ta façon de filmer, d'écrire, de voir les films que tu avais envie de faire? Ce qui a changé, c'est que je me suis rendu compte que j'aimais raconter des histoires par-dessus tout, et que je pense que ce qui m'intéresse, c'est vraiment je pense que je vais certainement faire quelque chose j'aimerais travailler sur quelque chose d'assez différent en fait sur mon prochain film, mais de toujours très fictionnel. Peut-être m'éloigner un petit peu de ce rapport au documentaire. Peut-être le prochain défi serait celui-là en fait. Alors ça c'est une question intéressante. Est-ce que le documentaire a des contraintes justement qui te gênent et dont tu as envie de t'échapper? Alors, en fait, c'est pas le documentaire qui me dérange, c'est peut-être le côté social ou naturaliste ou proche de parler de choses qui se passent vraiment ou de gens qui existent vraiment. Voilà, peut-être que le défi serait là en fait pour moi. Et je pense que c'est ça qui m'intéresserait en fait, m'éloigner un petit peu de ça. Est-ce que le fait d'avoir à affronter, partager à la limite, c'est peut-être plus le mot, devant un public de cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui a influencé ton écriture, et est-ce que tu avais vraiment ça en tête pendant que tu écrivais et pendant que tu tournais? J'ai fait le film pour le cinéma, donc oui. Je veux dire par rapport à un documentaire que tu ferais pour la télévision, est-ce que tu t'es dit... c'est une fiction, c'est pour le cinéma Oui, dans la façon dont on a cadré le film, effectivement, on ne fait pas un film de la même façon pour la télé ou pour le cinéma. Mais le scope déjà. Ensuite, la façon dont on a découpé le film, dont on a pu travailler le son, la façon dont il est écrit et dont j'ai pu faire ce film quand même avec une très très grande liberté.
Le film a été vraiment, voilà, il est tel que je l'ai eu envie qu'il soit, quoi. Donc oui, il y a cette liberté-là au cinéma qui est incroyable. Et je crois que c'était Dumont qui disait ça il y a quelques jours, quand je l'entendais parler de la différence entre Quinquin et Maloute, où il disait que dans le cinéma, on a une palette qui est beaucoup plus grande, en fait. On a beaucoup plus d'outils, peut-être plus fins par moment. On peut jouer sur des choses très fines qui s'entendent pas forcément dans toutes les salles ou qui se voient pas forcément dans toutes les salles, mais où parfois on a eu juste une réverb qui va provoquer une émotion incroyable ou quelque chose tout d'un coup qui va s'entendre et qui va faire que le spectateur va décoller au moment où on a envie qu'il décolle. Je vérifie l'heure parce que je sais que... Oui. Non, est-ce qu'on... On va passer aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions à poser? Georges. Bonjour, moi je voulais savoir, le scénariste, quand tu es réalisateur, qu'est-ce qu'il devient? C'est un peu, je lui marche sur la gueule et je l'oublie, je l'enterre. Non, j'essaie de pas complètement l'oublier, de respecter un peu son travail, mais il faut un peu l'oublier en fait. J'en ai discuté avec un monteur il n'y a pas très longtemps qui me disait que voilà, mais c'est quelque chose de très connu, hein, qu'il y a quelque chose de très dialectique dans la fabrication d'un film, que on fait toujours un peu le tournage contre le scénario et le montage contre le tournage. Et contre le scénario. Et donc à chaque fois, en fait, il faut avoir la capacité de... un des exemples de ça, c'est pour quasiment la séquence de fin du film, qui est une des séquences les plus importantes du film. Je l'ai complètement changé le jour du tournage, alors que j'avais passé des mois à l'écrire. Et puis tout d'un coup, en fait, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et je pense qu'il faut avoir cette... Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien avoir cette liberté-là au moment où je tourne, de me dire non, en fait, je peux encore changer les choses. Et tant que je les ai pas tournées, elles sont pas définitivement fixées. Mais oui, ça rend un peu schizo, ouais, par moment. Est-ce que ça changerait le scénario de quelqu'un d'autre? Ça m'est jamais arrivé, donc je sais pas. Mais du coup, c'est un peu contradictoire, mais de manière intéressante, avec des choses que tu disais de toi et de Kurosawa, d'être vraiment centré sur l'histoire. Contraire. Mais le fait de marcher sur le scénario et oui. Non, je fais exprès, hein, c'est pas... En fait, tu l'oublies pas totalement, mais il y a un moment, tu filmes ce que tu as devant toi. Tu filmes des comédiens, tu filmes un décor, tu filmes à telle heure de la journée, tu filmes évidemment qu'il y a quelque chose qu'il faut raconter et que c'est ce qui est crucial. Mais il faut savoir aussi changer les choses. Il ne faut pas que le scénario soit une sorte de pierre en marbre qui vienne faire mourir des choses, quoi. Il faut y arriver à le rendre vivant. Et parfois, le rendre vivant, c'est le tuer un peu. En fait. Oui, en le trahissant, on le suit encore mieux. Exactement. Ok. Et alors, du coup, par rapport au scénario, est-ce qu'il y a finalement beaucoup de choses qui ont changé sur ta version finale? Pas énormément. Non, finalement, t'es assez fidèle au scénariste. Ouais, finalement, ouais, mais ça s'est fait avec le montage. non, ça s'est fait. Oui, le film est assez. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont différentes, mais on va dire que globalement, il n'y a pas énormément de différence. Je suis resté assez fidèle en fait à ce que j'ai écrit. On a peu eu de doutes sur des histoires de structure ou de choses comme ça au montage. Finalement, il y a eu des doutes, hein, mais pas ceux-là. Et de toute façon, j'étais un peu... ça aurait été compliqué de faire différemment, je pense. Il n'y a pas des choses que tu as été obligé de couper au montage et qui t'ont embêté, quoi? Si, bien sûr. Si, il y a des choses qu'on laisse de côté, mais en général, quand on les laisse de côté, c'est plutôt pour gagner quelque chose que voilà, il faut faire le deuil de certaines choses pour arriver à faire éclore le film. Et oui, il y a des séquences qui ont été très très dures à couper, il y a des dialogues qui ont été très très durs à enlever, mais je pense qu'il fallait le faire. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Oui? Non? Personne ne joue au rugby. Vous jouez pas au rugby? Non.
Qu'est-ce qui rend l'histoire, est-ce que tu as envie d'en parler, peut-être pas, mais qui rend l'histoire universelle alors que c'est une histoire très particulière et très différente? Ce qui rend l'histoire universelle, je pense, c'est que c'est une histoire de famille. C'est le rapport entre un père et son fils, entre un fils et son père. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'universel. Et disons que c'était l'idée d'universalité, elle était là. De rester dans une ligne dramaturgique qui soit une ligne qui puisse se passer au fin fond de la Franche-Comté ou à Wallis et Futuna. Finalement, c'est la même chose. Et mon film a un univers qui lui est spécifique, mais son histoire, finalement, encore une fois, elle est assez classique. Ouais. Et universelle, je pense. Comme Kurosawa. Et est-ce que toi, est-ce que dans cette histoire finalement, est-ce que t'as quelle satisfaction ça t'a apporté d'arriver au bout de cette histoire, de faire ce film et de raconter cette histoire comme tu avais vraiment envie de la raconter. Surtout dans un premier film, c'est quand même la satisfaction, tu sais pas où tu vas et tu appréhendes peut-être un peu ce que ça va devenir, quoi. La satisfaction, je l'ai surtout eu avec les comédiens, en fait. Je l'ai eu je l'ai eu pour plusieurs raisons. Déjà, il y a eu la satisfaction de réussir à aller tourner en Nouvelle-Calédonie, qui était incroyable. Encore une fois, c'est un espace quasiment vierge, et le fait d'aller tourner là-bas, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et dans l'histoire que j'ai partagée avec les comédiens, le fait d'arriver à faire le film, de le monter, ils m'ont énormément épaulé sur tout le projet. Et ça a vraiment été un film d'équipe. Et le fait d'arriver à le partager avec eux et à faire vivre ce film, ça a été un bonheur incroyable. Ils m'ont énormément donné. Et le fait d'arriver à leur rendre est quelque chose qui est très satisfaisant. Après, on verra comment le film fonctionne, mais quand on a terminé le tournage, c'était vraiment c'était un bonheur assez incroyable. Ouais. Et la sélection à Cannes pour son premier film, qu'est-ce que ça fait? Ça fait forcément plaisir. Non, mais non. plus Non, mais sérieusement. c'est une opportunité incroyable. En plus d'être à la quinzaine, qui est vraiment une sélection incroyable, j'ai du mal à mesurer encore. Je suis un peu un bleu du Festival de Cannes, donc je viens là avec plaisir et je suis extrêmement heureux que mes comédiens puissent vivre ce moment avec moi. Ils sont venus là? Ils sont en train d'arriver là. D'accord. Parce qu'ils arrivent de loin, c'est ça? Non, ils arrivent là maintenant, donc j'ai hâte d'aller les retrouver. Mais non, c'est un lieu mythique. Ce qui est incroyable, c'est que quand je les ai eus au téléphone pour leur dire qu'on était à Cannes, ils ont vraiment réagi comme si ils comprenaient qu'on avait fait un film. Parce que Cannes a cette espèce de puissance, d'être à la fois hyper sélective, enfin je sais pas comment dire, très avec des films quand même assez exigeants. Reconnaissance quand même. Et d'avoir ce pouvoir populaire qui fait que tout d'un coup, ah oui en fait on a fait un film. Donc non, c'était marrant. Il n'y a plus de questions? Ah si. Attends, je vais faire passer le micro. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si, lorsque vous avez commencé à écrire cette histoire, si pour vous, d'entrée de jeu, c'était sûr que vous alliez le réaliser. Et si oui, est-ce que vous auriez imaginé pouvoir le faire réaliser par quelqu'un d'autre? Non, j'ai toujours imaginé le réaliser moi. Je sais pas si me serais investi de la même façon, si j'aurais travaillé de la même façon si c'était pour quelqu'un d'autre. Ou je sais pas si j'aurais travaillé de la même façon, en tout cas. Là, le film était tellement lié à du temps passé avec les gens, à des recherches, à des relations intimes qui se construisent petit à petit et qui alimentent l'envie de faire le film. Je pense que ça aurait été très compliqué de le lâcher et de le donner à quelqu'un d'autre. Après, écrire pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est quelque chose qui potentiellement pourrait être très intéressant. Enfin, je veux dire, ça me dérangerait absolument pas. C'est juste que je travaillerais certainement pas tout à fait de la même façon. Il n'y a plus de questions? Eh ben, on va remercier Sacha Wolf. Merci à vous tous.
Et on lui souhaite le meilleur. Bravo. Parce que Sacha concourt pour la caméra d'or. Donc voilà, on lui souhaite un gros merde. Et une bonne troisième mi-temps. Surtout parce Ça marche. avec les Wallisiens qui arrivent.